Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Désiel, je suis professeur à la faculté de droit à l'Université Laval et responsable du chantier sur l'intelligence artificielle et données massives à l'IDEA. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Antoinette Rouvroy. On va lui poser quelques questions. Antoinette est juriste, philosophe, professeur et chercheur à l'Université Namur en Belgique et experte des questions de gouvernementalité algorithmique. Donc, j'ai deux questions pour vous. La première porte sur le nouveau règlement européen en matière de protection des données personnelles. Alors, il me semble que les nouveaux cycles de traitement de l'information ont remis en question certains des fondements de base de nos lois sur la protection des renseignements personnels. Autrefois, on identifiait une fin pour la collecte. On allait voir la personne auprès de qui on collectait les renseignements, on demandait son consentement, si on pouvait collecter, utiliser les données pour atteindre cette fin-là. Puis après, on utilisait les données pour atteindre cette fin-là. J'ai l'impression qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les données massives, les données sont déjà disponibles, sont déjà collectées, on les utilise sans trop savoir pour quelle fin ou qu'est-ce qu'on va découvrir. On génère à partir de tout ça des questions de recherche, un savoir, des hypothèses éventuelles. Mais j'ai l'impression que nos lois et même le nouveau règlement est encore calqué sur l'ancien mode de traitement de l'information, c'est-à-dire l'identification de fin, consentement, collecte minime, ce genre de choses-là. Donc, la question que je me pose, puis que je vous pose en fait, c'est est-ce que ce règlement-là est déjà désuet? Il vient tout juste d'entrer en vigueur, mais est-ce qu'il est déjà désuet? Qu'est-ce que vous en pensez de ce règlement-là? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon règlement? Est-ce qu'il va servir à quelque chose, finalement? D'accord, merci beaucoup pour cette question. C'est une question un peu complexe, mais il est vrai que le phénomène des données massives met tous les régimes de protection des données à caractère personnel en crise. Parce qu'effectivement, comme vous le dites très bien, ça paraît complètement, le phénomène des données massives paraît juste incompatible, opposé, enfin même diamétralement opposé aux grands principes de la protection de la vie privée, qui sont effectivement le principe de minimisation des données, c'est-à-dire le principe suivant lequel on ne récolte jamais que les données qui sont strictement nécessaires pour une finalité légitime anticipée, donc anticipée, explicite, expliquée d'avance, etc., et légitime. Et qu'on efface les données, aussi un principe d'effacement à terme, on efface les données personnelles à partir du moment où elles ont rempli leur fonction. Or, la définition même de ce qu'on appelle les big data, les données massives, et le principe d'utilisation de ces données ou de traitement de ces données par les algorithmes présuppose exactement l'inverse de ces trois grands principes, c'est-à-dire une rétention par défaut de tout ce qui est numérisé ou numérisable, une finalité non déclarée d'avance, puisque la finalité va se découvrir en cours de route. Ce sont bien plutôt les algorithmes qui vont, en traitant les données, découvrir de nouvelles finalités à ces données. Et ce principe d'effacement, lui aussi, est battu en brèche par la nécessité, ou la tendance en tout cas, à inverser un peu le rapport qu'on a entre oubli, entre mémoire et oubli, où par défaut on retient à peu près tout. Alors, par rapport à ça, effectivement, on peut avoir l'impression que des régimes de protection des données qui sont encore très fortement enfermés dans une forme d'individualisme méthodologique, c'est-à-dire qu'on va toujours adresser les questions ou tenter de résoudre les questions en entourant l'individu d'une forme de muraille, c'est la citadelle de l'individu qu'on va protéger dans sa vie privée, dans ses données personnelles, etc. Ça loupe un petit peu le caractère, cette nouvelle réalité des données massives, ça la loupe un petit peu aussi de par le type de données qui sont effectivement utiles dans les processus de profilage, de personnalisation, d'appariement, de hiérarchisation, enfin toutes ces nouvelles manières de traiter l'information, de traiter la donnée afin de produire au départ de ces données de l'information opérationnelle aujourd'hui. Tout cela implique que la donnée, en fait, n'a d'utilité, n'a de fonction, n'a de valeur qu'une fois mise en corrélation avec d'autres données. La donnée n'a jamais, au moment de sa collecte, si vous voulez, où je ne parle même plus de collecte, je parlerai plutôt de prolifération spontanée, parce qu'il n'y a même pas nécessairement une intention de collecter bien explicite. Ça se collecte,
ça prolifère. Donc au moment de cette prolifération, la donnée n'a de valeur que d'option. Elle n'a de valeur que, elle n'a jamais qu'une valeur potentielle. Et cette valeur potentielle de la donnée, sur un plan même, sur un plan sémiotique, hein, sa valeur de signification, si vous voulez, ou sa valeur dans la production éventuelle d'une information opérationnelle, mais aussi sa valeur marchande, sa valeur financière, va dépendre de toute autre chose que de la densité en information de cette donnée. Ça va dépendre essentiellement de la quantité d'autres données détenues par le même acteur. Parce que c'est précisément cette quantité et la qualité aussi des autres données qui va permettre d'éventuellement enrôler ces données collectées dans des processus d'analyse, de profilage, etc. Donc effectivement, le règlement, en restant articulé essentiellement sur cette notion de données à caractère personnel, effectivement, est très utile parce que est très utile dans la mesure où effectivement il faut continuer à protéger les données à caractère personnel, mais elle ne rencontre pas les principaux enjeux qui émergent de ce tournant computationnel ou de ce tournant algorithmique dans lequel les enjeux ne sont plus tant individuels que collectifs, que structurels. De même, la focalisation essentielle sur la notion de consentement, comme si le consentement était nécessairement ce qui allait, comme si l'exigence du consentement au traitement des données à caractère personnel allait protéger l'individu à suffisance, je pense que ce n'est pas tout à fait satisfaisant. C'est pas tout à fait satisfaisant, ne fût-ce que parce qu'on peut aujourd'hui, grâce à ces phénomènes de données massives et aux algorithmes, caractériser les comportements possibles, c'est-à-dire faire du profilage des individus de manière extrêmement fine, sans utiliser une seule donnée à caractère personnel. Oui, mais si on reste sur cette question d'utilisation, il y a plusieurs commentateurs, auteurs de doctrine qui vont dire, dans le contexte donc des données massives, on devrait plus s'attarder à la phase de collecte. On devrait presque abandonner ça, juste accepter le fait que les données sont collectées de manière spontanée, automatique, un peu par défaut finalement, puis de commencer à encadrer que l'utilisation. Permettre certaines utilisations, interdire d'autres, par exemple le profilage que vous venez d'évoquer. Est-ce que c'est une stratégie qui pourrait être intéressante? De mon point de vue, pas du tout. De mon point de vue, ce serait une stratégie extrêmement toxique parce que précisément, ce que je voulais dire, c'est que, en disant que ce ne sont plus vraiment les données personnelles qui posent problème, c'est précisément que ce n'est pas la qualité personnelle au nom des données, qui a un impact sur la dangerosité éventuelle des traitements, mais c'est simplement la quantité des données. La simple disponibilité des données génère de nouvelles vulnérabilités pour les personnes, c'est-à-dire la possibilité d'être profilé par avance, etc., d'avoir ces comportements détectés par avance, etc. Et donc, effectivement, si on dit, mais nous, on abandonne la régulation de la collecte pour permettre encore une prolifération plus libre et non régulée des données, on accentue ce problème, on ne va pas le résoudre. Donc c'est certainement pas, à mon sens, la solution. Alors, la solution serait peut-être, je ne sais pas si on a une solution, je ne sais pas, et je ne sais pas si le droit lui-même est équipé pour trouver des solutions par rapport à ces questions-là. Néanmoins, on peut avoir quelques pistes. Je pense que le droit de la protection des données ne peut pas tout faire. Il peut protéger les données à caractère personnel, il peut essayer de s'adapter aux réalités nouvelles du monde numérique et du tournant algorithmique, mais peut-être doit-il travailler en collaboration avec d'autres branches du droit, comme je pense par exemple en particulier au droit de la concurrence. Le droit de la concurrence qui pourrait impliquer notamment certains principes de limitation un peu plus drastique de la quantité de données qui peuvent être détenues par certains gros acteurs du marché. Parce que si vous laissez proliférer les jeux de données à disposition exclusive de certains acteurs historiques du marché du numérique, je pense par exemple aux GAFAM, eh bien ça empêche l'entrée sur le marché de nouveaux entrants qui vont se trouver inévitablement dans une situation concurrentielle tout à fait défavorable dans le marché de l'innovation, du développement de l'intelligence artificielle, du développement des algorithmes de data mining, etc. Donc je pense qu'on doit cerner ce phénomène avec plusieurs types d'outils. Mais en tout cas se défaire du fétichisme de la donnée à caractère personnel
et se défaire de cette idée que si on protège les données à caractère personnel et si on demande à chaque personne son consentement pour traiter ces données à caractère personnel, on a résolu tous les problèmes. Alors, c'est un discours qui est très efficace en termes de communication parce qu'il parle très bien finalement à l'individualisme possessif du consommateur européen en particulier, mais sur le plan collectif, je pense que c'est un discours qui est plutôt délétère, précisément parce qu'il dispense les individus de s'interroger sur les aspects collectifs. Lorsque par exemple je consens à certains traitements de données personnelles dans un contexte très compétitif comme celui de l'emploi ou éventuellement l'assurance, ce n'est pas un acte de consentir à cela qui me regarde uniquement. Ça regarde aussi tous les autres. Si je consens à ce que mon employeur ait une vue sur mes données personnelles, est-ce que ça ne met pas une pression sur tous mes collègues pour que eux aussi consentent à ce genre de traitement par leur employeur? Pareil dans l'assurance, etc. Donc, ce sont tous ces petits mécanismes d'interdépendance qu'il faut adresser, y compris par le droit. Et donc, il faudrait voir comment, juridiquement, c'est une véritable question, je n'ai pas de réponse à ça, comment juridiquement aborder ces enjeux très collectifs. Ce qu'il y a de collectif, les intérêts collectifs qu'il y a au traitement qui sont impliqués par les traitements de données. Si on reste dans l'intérêt collectif, justement, ça m'amène un petit peu vers mon deuxième sujet qui était la justice prédictive. L'intelligence artificielle, les données massives, ça a amené l'avènement un petit peu de ce qu'on appelle cette justice prédictive, qui soulève certains enjeux, qui comporte certains risques, mais qui est vantée aussi pour plusieurs des retombées collectives que ça va permettre en termes d'efficacité d'accès à la justice, mais aussi en termes de sécurité, de sécurité de nos espaces publics. Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle justice, cette justice prédictive? Est-ce qu'on peut vraiment parler de justice? Et ça serait quoi les principaux enjeux que ça soulèverait pour les personnes, et notamment justement en termes d'utilisation des données personnelles? Alors, il y a beaucoup de questions dans une seule question. Oui, mais c'est un peu inévitable parce que le sujet est effectivement excessivement complexe. Et il est vrai qu'il est très tentant. Il y a beaucoup d'avantages. Il y aurait beaucoup d'avantages, effectivement, à doter la justice d'outils algorithmiques de manière à optimiser son fonctionnement, etc. Et la tendance est vraiment vers ça. On est vraiment dans une société de l'optimisation dans tous les secteurs d'activité de gouvernement, y compris la justice. Alors cette idée aussi d'autonomiser les acteurs de la justice, d'autonomiser les justiciables, et en particulier certaines catégories de justiciables qui n'ont pas nécessairement accès facilement à certains métiers de la justice, parce que pour des raisons, il y a des obstacles économiques, il y a des obstacles culturels, il peut y avoir même des obstacles linguistiques qui font que certains justiciables vont plus difficilement aller s'adresser à des professionnels de la justice. Et donc là, je vois effectivement un potentiel très intéressant de démocratisation de l'accès à la justice. Cela dit, ce n'est pas exempt de risques. Alors, tout dépend où interviennent les algorithmes, effectivement. S'il s'agit tout simplement d'automatiser certaines interfaces d'accès à des demandes de subventions ou d'aide publique ou des choses comme ça peut être tout à fait bénéfique à toute une... Comme des agents conversationnels. Comme des agents conversationnels, des bots de renseignement aussi, qui peuvent informer les justiciables à propos de leurs droits et qui peuvent les informer des démarches à faire, etc. Ça peut être intéressant. Mais c'est une multitude d'applications dans le domaine judiciaire. Il y a une multitude d'applications et certaines peuvent être plus dangereuses que d'autres. Je pense par exemple à ce qu'on appelle effectivement la justice prédictive, à des algorithmes qui permettent de prédire les chances de succès de certaines actions en justice, de certains cas. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est très bien parce que ça évitera de porter devant des tribunaux des requêtes qui n'ont aucune chance d'aboutir, qui sont perdues d'avance. On pourrait se dire, a priori, c'est vrai que c'est assez tentant. Mais en même temps, il faut voir que tous ces algorithmes, ils sont entraînés sur la jurisprudence existante.
Ils sont entraînés sur les décisions de justice. Et donc, il y a une sorte de rapport extrêmement statistique, en fait, à la jurisprudence existante. Et le risque, donc, est de répercuter dans l'évaluation des chances de succès uniquement la jurisprudence préexistante. Ouais. Le risque est véritablement de figer un état du droit. Alors, je vais vous donner un exemple assez frappant. L'idée a été mise de doter certains tribunaux africains, dans certaines régions où la corruption des juges est endémique, de plutôt remplacer les juges par des algorithmes. Parce que les algorithmes ne vont pas céder à la tentation d'accepter des cadeaux, etc. Ils sont incorruptibles. Voilà. Alors on se dit a priori, mais quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Le problème, c'est que ces algorithmes vont être entraînés sur les décisions rendues antérieurement, mais par les mêmes juges, par des juges corrompus. Et donc, comment, si vous voulez, cette corruption, elle va être tout ça. Le résultat de cette corruption, finalement, les jugements rendus mais par des juges corrompus, vont être transcrits sous une forme numérique et on va avoir l'impression que du coup, ils gagnent en une sorte d'objectivité, mais pas du tout, en fait. Hein. C'est juste une transcription passive d'un état de fait qui va du coup se perpétuer de façon automatique. Où je pense qu'il y a effectivement dans nos sociétés des causes qui sont souvent perdues d'avance. Par exemple, je pense au contentieux du droit des étrangers, par exemple, aux demandes d'asile, ce genre de choses-là. En fait, il arrive que les êtres humains ont des biais aussi, ils ont eux-mêmes des algorithmes mentaux qui font qu'ils peuvent avoir tendance, quand ils prennent des décisions relatives à des demandes d'asile, à systématiquement écarter certaines personnes qui viennent de certaines régions ou qui viennent avec certains arguments, certains types d'arguments. Ils vont se dire, ah non, ceux qui invoquent tel type d'argument venant de telle région mentent. Vous voyez, ce genre de choses-là. Le problème, si on automatise ces décisions-là, en entraînant les algorithmes sur les décisions qui ont été prises antérieurement, c'est qu'il y a toute une série de justiciables qui tout simplement n'auront plus jamais l'opportunité même de demander l'asile. Donc on reproduit un petit peu aveuglément les biais. Finalement, on reproduit dans une certaine mesure. On reproduit les normativités sociales dominantes. Autre problème encore, c'est l'intervention des assureurs. Imaginez que si ces dispositifs de justice prédictive se concrétisent, enfin deviennent un peu prévalents, les assureurs défense en justice en particulier vont inévitablement refuser d'assurer les cas ou les causes dans lesquelles l'algorithme aura donné un avis ou un score de potentialité de gain négatif. Et donc là, l'idée qui était au départ de garantir à tout le monde un accès équitable à la justice est tout à fait battue en brèche. Alors, un autre problème, évidemment, c'est surtout les algorithmes qui pourraient intervenir pour aider les magistrats à prendre des décisions en matière de libérabilité conditionnelle. Alors là, voilà. Et là, c'est intéressant parce qu'on essaie plus de prédire des décisions de justice ou l'issue des décisions de justice, mais vraiment les comportements des personnes. Finalement. Ça, c'est toute une autre dimension de la justice. C'est toute une autre dimension, bien entendu. C'est une dimension qui se rapproche même davantage de la police prédictive par certains aspects, c'est-à-dire détecter par avance les comportements possibles. Bon, ça pose d'innombrables questions. Voilà, la possibilité, notamment la question de la possibilité pour la personne incarcérée demandant sa libération conditionnelle de faire valoir par elle-même ses arguments plutôt que d'être prédite par avance par un algorithme. Et aussi évidemment la question de la contestabilité, c'est-à-dire de la possibilité à la fois de savoir pourquoi on a reçu un score de risque supérieur à la moyenne de la population pénitentiaire, imaginons, et pouvoir contester cela. Ça devient très difficile parce que les algorithmes apprenants, plus ils sont apprenants d'ailleurs, plus ils deviennent des boîtes noires. Donc plus il devient difficile, même à ceux qui les conçoivent, pas seulement à ceux qui les utilisent, de comprendre
de détecter, de pouvoir vraiment voir quelles ont été les métriques appliquées, quel type de données ont eu plus de poids que d'autres, etc. Donc ça devient quelque chose de difficile à visualiser, difficile à comprendre et du coup difficile à contester et à justifier aussi. C'est la justification de la décision, par exemple, de maintien en détention préventive, en détention qui va être difficile à justifier. Alors, peut-être nous amener sur une dernière question rapide par rapport à ça. Ça vient toucher à un des enjeux qu'on soulève beaucoup, puis un des remèdes qui a été offert en quelque part par certaines lois françaises, par le règlement, et sur laquelle on commence à travailler un petit peu au Canada, qui est celui de la transparence algorithmique. Est-ce que ça vient répondre à ces préoccupations-là? Est-ce qu'il y a un problème derrière? Est-ce que c'est une avenue qu'on devrait continuer d'explorer cette idée de la transparence algorithmique? Est-ce que ça viendrait tout solutionner? Alors, ma réponse va être très ambivalente. Okay. je dirais que c'est très ambivalent. Qui aujourd'hui oserait dire qu'il est contre la transparence? Oui, c'est ça. Ça, c'est une évidence. On est dans une société qui aime la transparence. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est un peu ambivalent. Parce que le risque de cette obsession pour la transparence des algorithmes, outre toutes les difficultés techniques et éventuellement juridiques auxquelles ça s'expose, parce qu'il y a aussi, les algorithmes peuvent être couverts par de la propriété, protégés par la propriété intellectuelle, ce genre de choses-là, ou même du secret industriel. Donc c'est très difficile. C'est très difficile techniquement parce que précisément les algorithmes fonctionnent sur base d'une logique qui par définition nous échappe. C'est une logique purement inductive. Le calcul algorithmique qui se produit dans les couches profondes des réseaux de neurones par exemple, et parfois en parallèle, sont des calculs extrêmement difficiles même à traduire sous une forme linéaire, sous une forme langagière. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de cette rationalité algorithmique, c'est qu'elle fonctionne d'une manière qui est absolument incommensurable avec la manière dont fonctionne l'entendement humain, ou la rationalité humaine plutôt. Donc c'est une rationalité, c'est un entendement purement calculatoire qui est incompatible, qui est tout à fait différent, plutôt incommensurable avec la rationalité humaine. Donc c'est difficile à traduire. Néanmoins, effectivement, on peut faire une sorte d'auditing d'algorithme, donc par essai et erreur, envoyer par exemple un algorithme de recommandation à l'embauche, des faux CV pour voir comment il réagit, et essayer d'identifier par exemple s'il y a, si ça produit l'équivalent de biais de genre, des biais, etc. Donc, là c'est des choses qui sont pensables. Mais la transparence aussi peut aboutir à déresponsabiliser le décideur. Et c'est ça qui me pose, moi, problème. À partir du moment où imaginez un employeur, justement, qui prendrait, ou un juge, restons dans le domaine judiciaire, un juge qui déciderait sur base d'une recommandation algorithmique. Non seulement il va être très difficile au juge de prendre la décision de s'écarter de la recommandation algorithmique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de s'appuyer sur d'autres éléments non numériques pour s'écarter de la recommandation, par exemple de maintenir quelqu'un en détention. Parce que ça implique, s'il s'écarte de la recommandation, ça implique pour le juge un surcroît de responsabilité. Si effectivement il décide de libérer quelqu'un qui avait été détecté par l'algorithme comme potentiellement récidiviste, le juge, en cas de problème, si effectivement la personne récidive, le juge va être mal dans ses souliers. Vous voyez ? Donc en fait, la recommandation algorithmique, elle se transforme assez rapidement en décision automatisée. Ce n'est plus tellement de la recommandation, ça a l'effet d'une décision. Donc ça c'est problématique. Mais alors le juge, le juge a motivé sa décision, bien entendu, et il pourra toujours motiver sa décision en disant, mais vous voyez, l'algorithme, lui, il est transparent. Je m'en suis remis à la transparence de l'algorithme, c'était pas discriminatoire, etc. Mais c'est pas suffisant. Ou quand, par exemple, on peut transférer, l'exemple sera plus parlant si on se transfère dans le contexte de l'embauche. Un employeur qui utiliserait un algorithme de recommandation à l'embauche pour refuser d'engager une personne ou pour refuser une promotion, par exemple, etc.
et qui justifierait sa décision en disant mais je me suis basé sur les résultats du calcul d'un algorithme qui est tout à fait qui est ouvert, qui est transparent, et donc ma décision est la bonne, il renonce à sa responsabilité, enfin il se défait de sa responsabilité pour la décision. Et sa responsabilité, elle consiste à justifier sa décision au regard de la situation singulière de la personne, et non pas au regard de ce qu'un algorithme a pu décider. Ouais. C'est d'autant plus important que, précisément, comme je le disais, les algorithmes sont entraînés sur les données existantes. Ouais. Et donc, si dans le secteur d'activité en question, il y a beaucoup de distinctions de traitement, de discrimination, de stigmatisation défavorables à certains groupes, par exemple, ce peuvent être des femmes ou des personnes d'une certaine origine ethnique, etc., l'algorithme va reproduire ces discriminations, ces distinctions de traitement, etc. Et donc il est important d'avoir cette justification, cette justiciabilité de la décision algorithmique. Et dire c'est transparent, donc c'est bon. Donner les clés de la cité à un algorithme tout simplement parce qu'il est transparent, ça me semble tout à fait insuffisant et même contre-productif, parce que ça conforte en quelque sorte les prémices épistémiques suivant lesquelles on pourrait très bien gouverner la société sur le mode du trading à haute fréquence. Et ça, c'est un mode de gouvernement illégitime, me semble-t-il. Si on rapporte ça aux exigences de justice, il faut bien se dire que les algorithmes, ils vivent dans un espace purement métrique. Mais ce n'est pas parce qu'ils vivent dans un espace purement métrique, c'est-à-dire purement quantifié, que nécessairement, ils vont produire la juste mesure. Si vous voulez, une décision juste et une décision qui toujours doit être rapportée à un idéal de justice ou d'équité, mais pas à un idéal quantitatif d'adéquation avec les résultats d'un calcul. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle juger, poser l'acte de décider en justice, est un acte extrêmement traumatique, parce qu'on décide sans être assuré, comme on serait assuré du résultat d'une addition de 2 plus 2. On décide dans l'incertitude. On décide sur fond d'indécidabilité. Est-ce qu'il faut donc plus embrasser l'idée qu'on puisse se tromper? Exactement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le droit est une dogmatique consciente d'elle-même, mais qui organise aussi les procédures de remise en question de ses propres productions, par le recours, etc. Imaginez si on remplaçait les juges par un algorithme, quelle raison aurait-on encore de permettre aux justiciables déboutés, par exemple, ou qui n'auraient pas eu gain de cause, d'aller en appel, ou d'aller en cassation. Comment aller en appel une décision qui s'impose sur le mode du résultat d'un calcul? On ne va pas dire, on va pas aller contre une décision qui dit que 2 plus 2 égale 4. Vous voyez? Et donc c'est important même pour le métabolisme de la normativité juridique qu'il puisse y avoir des recours. C'est précisément aussi ce qui fait évoluer la norme juridique. C'est bien parce qu'il y a de la désobéissance, parce qu'il y a des recours, parce qu'il y a du raté dans la décision judiciaire que le droit peut évoluer, qu'on fait évoluer les normes. Très intéressant. Je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures comme ça, mais on essaie de garder ça bref. Donc, je vous remercie infiniment. Puis je suis sûr que c'est moi qui vous remercie. On va vous recevoir quand vous voulez, puis on fera la deuxième partie éventuellement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci.